de l'administration, il soit établi que ces personnes sont coupables et doivent rendre compte. À partir de ce moment, l'administration a tous les moyens de faire appliquer la loi. Et ce que je leur ai dit sous forme de boutade, c'est que ces personnes-là, si elles sont coupables, même si elles allaient s'enterrer au Fidji, c'est sûr que le jour où l'administration établira leur culpabilité, ben, elle a les moyens de leur faire appliquer cette loi. C'est ça. Alors, tout compte fait donc, ces audits, cet état des lieux, ira jusqu'au bout. Absolument, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, il y a certains dignitaires de l'ancien régime qui applaudissent, hein, parce que peut-être conscients que, voilà, si les audits vont jusqu'au bout, voilà, vous-même qui êtes au pouvoir aujourd'hui ne saurez être indemne, parce que peut-être vous avez 9 années sur les 12 de l'alternance. Sur les 9 années comptable peut-être du bilan. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'audit de l'ancien régime. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a audit des deniers publics, audit de la gestion des deniers publics. Alors, si vous me dites qu'il y a un risque que certains parmi le nouveau pouvoir soient pris comme coupables d'avoir commis des malversations, eh bien, grand mal leur enfonce. C'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Oui, ceux qui le disent, mais est-ce que je leur laisse la responsabilité de cela? En fait, il ne s'agit pas d'audit politique, au sens d'un pouvoir qui arrive et qui audite un ancien régime. Quelle que soit la personnalité, quel que soit son bord politique, si à partir d'enquêtes menées en toute légalité et en toute impartialité administrative, il est établi qu'une personne aura commis des malversations, et je peux vous garantir que sa détention de carte de la paire ou d'alliance avec Macky Sall ne l'absout en rien, et cette personne rendra compte devant la loi comme toute autre personne. C'est pourquoi il dit qu'il ne protégera personne. Il l'a dit, il l'a répété, et jusqu'ici il l'applique, il se l'applique et il l'applique à tout le monde. À partir de ce moment, comme je puis vous dire que vous pouvez le prendre au mot et le croire, s'il y a des personnes qui ont commis des malversations, la carte de la paire ne sera pas une carte blanche pour elle. Elle ne sera pas un gage d'impunité ou d'absolution. Ah oui. Alors, d'ailleurs, comment évoluent les choses au palais à propos des véhicules et autres biens qui ont disparu au lendemain de la passation de service? Vous les avez tous récupérés? Comment ça se passe? Comment ça évolue? Ça se récupère petit à petit, ça vient à flot continu, quelquefois à un rythme accéléré, comme au début, à partir du communiqué que la présidence de la République a fait pour demander à tous les détenteurs de biens de l'État, de biens, des véhicules en l'occurrence, de les rendre en toute responsabilité. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrivée du président Macky Sall, à l'occasion de sa première sortie qui a consisté à aller rendre visite au khalife général des Mourides, au retour, il voulait revenir par la route et il a été confronté à un problème de disponibilité de véhicules du parc présidentiel. Alors à son retour, renseignement pris, l'on nous a signalé qu'une bonne partie du parc automobile de la présidence de la République avait disparu. Et c'est parti d'ailleurs d'un article de presse qui signalait que le matériel audiovisuel d'une unité de télévision installée à la présidence de la République avait aussi disparu. Eh bien, l'administration en charge de la gestion du matériel de la présidence de la République nous a informé qu'en fait ce matériel audiovisuel n'avait pas disparu, que c'est l'ancien pouvoir qui l'avait amené avec lui au prétexte que c'est un matériel qui leur était personnel parce qu'ils l'avaient acheté avec leurs propres deniers. Et sur cette base, justement, ils nous ont informé pour nous dire que si le président Macky Sall a été dans l'obligation de revenir dans ses véhicules privés, c'est parce que une bonne partie du parc automobile a été emportée par l'ancien président qui avait prétendu, ou en tout cas opposé, que c'est un parc c'est des véhicules qui lui appartiennent parce qu'il les a achetés avec son propre argent. Ce qui pose quand même un problème, Omar. Un problème d'autant plus qu'il est invraisemblable qu'un président de la République installé au palais, ben, c'est vous, moi et tous les Sénégalais qui nous cotisons pour le mettre dans des conditions de confort. Ce palais, il appartient au Sénégal. Le parc automobile qui est là-bas, il appartient à tout le monde.
comme tout le matériel qui est là-bas, c'est le matériel du Sénégal et de tous les Sénégalais. Oui. Alors je ne peux pas comprendre qu'on me dise que le pays aurait été dans une telle situation d'impécuniosité que l'ancien président était obligé de s'acheter ses propres véhicules. C'est invraisemblable. Même si c'est sur fonds politiques, comme il dit. Les fonds politiques ne sont pas des fonds personnels. Il faudrait que les gens sachent qu'est-ce que c'est que les fonds politiques. Les fonds politiques, c'est des fonds publics. C'est des deniers publics, c'est de l'argent public. C'est sur vote de l'Assemblée nationale qu'une enveloppe budgétaire est attribuée au président de la République pour des fonds politiques. Maintenant, on vous dira que oui, le président de la République, ce sont des fonds qui sont soustraits du contrôle. C'est normal. Et ça a une histoire. Les fonds politiques, dans l'histoire politique française et ensuite au Sénégal, c'était une sorte de cagnotte qui était mise à la discrétion du président de la République pour des actions qui ne peuvent pas être étalées sur la place publique, notamment de soutien à des mouvements de libération ou peut-être même des actions, je ne sais pas moi, entre guillemets, d'espionnage ou je ne sais quoi. À part c'est dans un cadre tellement secret et confidentiel qu'on soustrait cette enveloppe du contrôle budgétaire. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est mis cette enveloppe mise à la discrétion du président de la République, il peut l'utiliser pour, je ne sais pas moi, pour ses biens personnels ou autres. Oui. Non, il ne saurait en être cas. Et dans le cas à l'espèce des véhicules, il est inadmissible d'ailleurs qu'un président de la République prenne ses propres véhicules pour les mettre dans le parc automobile de la présidence de la République. Parce que l'État a les moyens et le devoir de le mettre dans des conditions de confort, de mobilité et d'habitation. Qu'on me dise donc que le président de la République avait suffisamment d'argent pour ne pas circuler avec les véhicules de la présidence, ben je trouve que ce n'est pas très très vraisemblable. Surtout que ce ne serait pas la première fois que l'ancien président de la République aurait un rapport privatif avec des deniers publics. J'en prends pour exemple le monument de la Renaissance africaine qui a été construit avec des deniers publics. Mais le président n'a pas pu s'empêcher de dire que des royalties devraient retomber à son profit personnel sous prétexte que c'était son idée. Oui. Alors qui peut le pire peut le moindre mal. C'est-à-dire qui peut avoir un rapport commercial avec l'État qu'il dirige peut aussi vouloir s'approprier les deniers de l'État. D'accord. Donc finalement, les voitures reviennent. Vous êtes en train de les récupérer. Et le sort qui est réservé justement à cette trentaine de véhicules amenés par l'ancien président, vous laissez ça... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les véhicules reviennent petit à petit parce qu'il y a plusieurs catégories de véhicules qui étaient dans la nature. Il y a les véhicules que l'ancien président a pris sous prétexte qu'il les aurait achetés avec son argent personnel. Il y a des véhicules de l'État qu'il avait offerts gracieusement à des Sénégalais, ce qui est illégal et anormal. Il y a des véhicules qui avaient été attribués à des gens qui statutairement n'en avaient pas le droit, sur la base d'un clientélisme politique de mauvaise loi d'ailleurs. À partir de ce moment, et depuis le communiqué de la présidence de la République, il y en a qui rendent d'eux-mêmes, il y en a qui nous reviennent à partir de l'intervention des forces de gendarmerie et de police qui ont été saisies pour procéder à des contrôles et retirer des mains de détenteurs illégaux de tous ces véhicules. C'est ça. Je reste au palais, il y a quand même des commentaires sur la taille du gouvernement. Au départ 25, mais au fil du temps, on voit la nomination des ministres conseillers. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que le président Macky Sall, en application de ses engagements devant les citoyens sénégalais, a constitué un gouvernement de 25 ministres. Et il est resté sur cet engagement. Le gouvernement est composé de 25 ministres. Maintenant, il y a une sorte d'amalgame qui est fait à partir du vocable de ministre conseiller. Je voudrais, et là je parle sous le contrôle de nos téléspectateurs, relever qu'un ministre conseiller n'est pas un ministre. Sur le plan protocolaire, un ministre conseiller, il a un rang d'ambassadeur. Vous irez, une fois ça m'est arrivé, nous étions au Conseil de la République où je servais, nous sommes allés au Conseil économique et social, on m'a présenté une dame, madame est ministre conseiller, j'ai dit madame le ministre, elle m'a retenu la main pour me dire non.
appelez-moi Excellence, parce que mon rang de ministre conseiller fait de moi juste un ambassadeur. Un ministre, c'est quelqu'un qui a un département ministériel, à qui il a été attribué des services et des directions, qui a son cabinet et qui est membre du gouvernement et qui en plus siège au Conseil des ministres. Sur la base de cette définition, et il n'y en a pas d'autre pour un ministre, le gouvernement du président Macky Sall est composé de 25 ministres. Mais il y a des ministres conseillers qui siègent au Conseil des ministres. Qu'ils soient admis au Conseil des ministres ne fait pas d'eux des ministres. Pour être ministre, il faut avoir un département ministériel, avoir des services et sur la base du décret de répartition des directions et des services de l'État, avoir des attributions qui vous reviennent, des domaines de compétences qui relèvent de votre autorité. Vous aurez un directeur de cabinet, vous aurez un secrétaire général de ministère, vous aurez un département ministériel, vous irez devant l'Assemblée nationale défendre le budget de votre ministère et vous siégerez au Conseil des ministres où vous faites des communications au président et au Premier ministre pour rendre compte des activités de votre département ministériel. C'est ça la définition d'un ministre et d'un ministère. Sur la base de cette définition, il n'y en a pas une autre, il y a 25 ministres. Maintenant, que dans le cabinet du président de la République, il y ait des personnalités admises à des positions protocolaires équivalentes à celles de ministres, ça il y en a. Et sous ce rapport aussi, je peux vous dire que le président Macky Sall n'est pas au 10e du nombre de ministres, entre guillemets, en tout cas de personnalités qui ont ce rang, qu'on peut retrouver dans l'ancien régime. C'est vrai que ça fait partie de ces pouvoirs, hein, de nommer un nombre peut-être illimité même de ministres conseillers. Mais là où les commentaires sont intéressants, c'est que on avait dit reddition du train de vie de l'État. Or, ces ministres conseillers sont naturellement pris en charge par l'État. Oui, mais on ne peut pas quand même avoir un président de la République avec son cabinet où il n'y aurait pas de personnalité pour constituer son cabinet et lui servir de relais. La présidence de la République est un service éminemment important. C'est le lieu d'impulsion de la politique de l'État. Mais qu'un président de la République s'adjoigne des collaborateurs, et sous ce rapport d'ailleurs, je voudrais vous prendre au mot, la sobriété que le président Macky Sall avait promise, mais il y est, et il y est de façon drastique. C'est un peu peut-être de mauvais goût de prendre exemple sur moi, mais le porte-parole du président de la République, il était ministre. Généralement, oui. Il est généralement ministre, n'est-ce pas? Moi, je suis conseiller spécial. Ça veut dire que je ne suis même pas ministre conseiller. C'est pour vous donner juste une indication de la sobriété et de l'option restrictive du président Macky Sall pour limiter le nombre de ministres, le nombre de collaborateurs et peut-être même, je veux dire, les attributions de ces collaborateurs. Il y est, et dans cette option de sobriété et de gestion vertueuse, le président Macky Sall a pris une mesure qui semble passer inaperçue. Elle a consisté à demander à ce que le budget de la présidence de la République soit audité par les services compétents de l'État. Ça ne s'était jamais fait jusqu'ici. Avec lui, les services compétents de l'État auront un droit de regard sur sa gestion du budget qui lui est attribué au titre de président de la République. Alors je pense que quelqu'un qui s'applique de cette façon si intense la loi et dans une option de sobriété aussi clairement définie ne peut pas être soupçonné de vouloir faire dans des options où les deniers publics seront dilapidés. Il est resté sur 25 ministres, son cabinet est très réduit, il a supprimé le cabinet de la première dame, il s'est lui-même mis sous le contrôle des corps compétents de l'État pour auditer, il n'était pas obligé de le faire, la gestion de la cagnotte du budget de la présidence de la République. Je pense que sur ce plan-là, les options prises et les signaux sont très forts qui indiquent la voie de sobriété
dans laquelle s'est installé le président Macky Sall. C'est ça. Dans la gestion des urgences, un acte a été posé également dans le sens de la baisse des prix des denrées de certaines denrées de consommation. Les plus importantes. Voilà, le riz, l'huile et les sucres. Là, il y a peut-être moins de problèmes parce que les commerçants s'engagent à faire appliquer les prix. Mais on va aborder un problème fondamental aujourd'hui, c'est la crise scolaire. Est-ce que le pouvoir est aujourd'hui conscient de la gravité de la situation? Oui, je pense que la question, on devrait la formuler autrement, Omar. Il faudrait demander, est-ce que les acteurs de l'éducation nationale sont conscients de la gravité et de l'acuité du problème que vous posez? Vous savez, l'État au premier chef, parce que c'est l'État qui est le garant de... Oui, mais s'il ne dépendait que de la volonté de l'État ou des moyens de l'État, mais vous pouvez être assuré qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de menaces sur l'année scolaire. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas année blanche, qui est une appellation d'ailleurs mal appropriée, parce qu'une année invalidée pour toute une génération, elle est plus noire que blanche. À partir de ce moment, je pense que celui qui a le plus intérêt, au premier chef, à ce que cette année soit valide et validée, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, qui a la clé du problème? Qui peut, à partir d'une décision, remettre les enfants dans les classes et reprendre les cours et aller vers une validation de l'État? C'est les acteurs de l'éducation, c'est les syndicats, c'est les enseignants. C'est eux qui ont la clé du problème. Et sur ce problème, moi, je voudrais faire appel à ces enseignants, qui sont par ailleurs mes collègues, parce que j'ai commencé par l'enseignement. Oui. C'est une situation extrêmement grave. Moi, j'ai vécu dans ma chair une année blanche en 1987. J'étais à l'université et j'ai vécu quelle est la gravité des conséquences d'une année blanche sur le cursus scolaire d'un individu. Et je sais que les enseignants auxquels je parle aussi ont éminemment conscience de cela. Si on aboutit à une année blanche, c'est l'extrême préjudice pour toute une génération. C'est vraiment l'extrême préjudice. Je ne connais pas de revendications qui puissent être mises en rapport avec le destin de toute une génération pour qu'on fasse droit à ces revendications au détriment de la carrière de ces jeunes, de nos enfants, de nos neveux qui sont dans les classes. Je pense que c'est même grave aussi pour les syndicats que d'aboutir à une année blanche. Parce que vous savez, la grève, c'est un moyen ultime de lutte. Et c'est quelque chose à ne pas banaliser. À partir du moment où vous franchissez un cap de banalisation qui fait que vous entrez dans une année blanche, ben, ce moyen de lutte suprême que vous aviez par devers vous, il ne vous sera plus d'une quelconque efficacité. Parce que vous aurez franchi l'infranchissable. Et les enfants, on n'a que des devoirs vis-à-vis d'eux. On a des devoirs importants vis-à-vis de nos enfants. Nous, comme diraient les naturalistes, nous n'empruntons pas la terre à nos enfants. Nous l'empruntons à nos enfants, nous ne l'héritons pas de nos ancêtres. Nous avons un devoir. J'en appelle donc à tous les acteurs de l'éducation nationale pour qu'ils se ressaisissent. Il ne sera jamais trop tard de faire droit à leurs revendications si, et seulement si, les possibilités de l'État le permettent. Il sera toujours possible de remettre les revendications sur le tapis dans une concertation sincère avec le gouvernement, sans pour autant faire subir à nos jeunes enfants le préjudice extrême qui consisterait à invalider leur année. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intéresse un peu à l'année, comment faire pour la sauver, mais le problème est plus sérieux peut-être. Au-delà même de cette préoccupation, il faut chercher la solution, une solution qui soit à la hauteur du problème. Parce que c'est un problème de l'éducation. Est-ce qu'il faudra juste gérer l'urgence, sauver l'année et laisser tomber? Quel est le schéma vraiment qu'il faut... Non, il ne faut pas juste gérer l'urgence, mais il faut d'abord gérer l'urgence. Le problème, il est très grave et il est complexe. Et il est né de certaines options de l'ancien régime qui ont consisté à privilégier certaines catégories de la fonction publique pour leur faire des augmentations de salaire
extrêmement importante au détriment d'autres corps sociaux, parmi lesquels les enseignants. Injustice que vous allez corriger? Oui, sinon on en a les moyens. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi facile que cela. La cagnotte, je veux dire, le budget de l'État, il n'est pas infini. Les moyens de l'État ne sont pas infinis. À partir du moment où certaines options ont poussé le pays dans une situation d'impasse qui consiste à privilégier certaines catégories au détriment d'autres, au point de créer un déséquilibre budgétaire, ben, il ne suffit pas de se lever pour, d'un coup de baguette magique, régler tous ces problèmes. C'est-à-dire, il y a des droits acquis pour certaines catégories. Il n'est pas possible financièrement de le faire pour d'autres. Il n'est pas possible de revenir sur les droits acquis des autres catégories. À partir de ce moment, il va falloir beaucoup de responsabilités pour ceux qui se sentent victimes de cet état de fait, beaucoup de sérénité et de responsabilité et de patriotisme d'ailleurs, pour comprendre que l'État a besoin d'un temps et peut-être d'une recherche de solutions plus appropriées pour corriger tous ces dysfonctionnements. Voilà. D'accord. Alors, on va aborder les élections législatives, le volet vraiment politique de cet entretien. L'heure est à la confection des listes qui doivent être déposées demain. Mais d'abord, expliquez-nous le choix résolu du président Macky Sall d'aller à ces législatives-là en coalition, je veux dire, avec Benno Bokk Yakaar. C'est son choix de rassemblement. La première sortie, la deuxième sortie du président Macky Sall en France, j'ai entendu le président Sarkozy dire de lui que c'est un grand rassembleur. Et il avait soulevé deux faits. D'abord, l'option de réduction de son propre mandat. Macky Sall est élu pour 7 ans, mais il a pris sur lui-même de réduire son mandat à 5 ans. Et son option de rassemblement. Je vous renvoie une nouvelle fois à l'appellation de son parti, Alliance pour la République. C'est l'Alliance appelle le rassemblement. Aujourd'hui, le président Macky Sall est arrivé au pouvoir à partir d'une dynamique séquencée. Avec son parti et un ensemble de personnalités de partis qui lui ont fait confiance dès le premier tour. Ensuite, avec d'autres partis politiques qui sont venus se rajouter à sa première coalition. Donc vous partez de son parti, l'APR, à sa première alliance, l'alliance Macky 2012, jusqu'à l'alliance qu'il a portée au pouvoir, qui est Benno Bokk Yakaar. Ça fait quand même un assemblage composite d'éminentes personnalités, de forces politiques importantes, qui transcendent quelquefois même les partis politiques, avec lesquels il s'est engagé à restaurer la République, à répondre aux attentes des populations, à remettre le pays sur la voie du développement, dans l'impunité, dans la transparence, dans l'impartialité de l'administration. Tout cela fait que, à l'Assemblée nationale, qui est le siège de décision, parce que c'est là où le budget est voté, c'est là le siège de contrôle de l'action gouvernementale, il a besoin de toutes ces forces politiques avec lesquelles il a cheminé pour arriver au pouvoir. Il en a besoin pour aussi mener son action gouvernementale. Sa coalition donc de départ ne peut pas lui permettre de réaliser cela. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne permet pas. C'est un signe de faiblesse, ça? Non, ce n'est pas un signe de faiblesse du tout. Du tout. Il est dans le respect de ses engagements. Entre les deux tours, souvenez-vous de ces messages, il leur disait, nous allons gagner ensemble et gérer ensemble. Mais gérer ensemble ne peut pas se limiter simplement à la composition du gouvernement. Gérer ensemble, c'est voir à quoi nous allons destiner le budget du Sénégal, comment nous allons travailler pour répondre aux attentes sociales des populations. Tout cela suppose qu'on mette l'ensemble des acteurs de cet assemblage composite dans les différents points de décision, de prise de décision importante pour le pays. Donc, qu'il ait besoin d'aller au-delà de son parti, au-delà de sa coalition, pour avoir un consensus politique important et fort qui lui permettra de mener son action politique, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Mais il n'a pas quand même besoin d'une majorité comme celle qui existe aujourd'hui. La majorité de l'ancien régime, majorité écrasante ou
il a besoin peut-être d'une Assemblée nationale composite, n'est-ce pas? Oui, sa vocation, ce n'est pas d'avoir une majorité écrasante. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne c'est pas bon pour une majorité d'écraser les autres. Oui. Donc, avoir une majorité politique maintenant qui lui permette d'avoir les leviers politiques permettant de mener son action gouvernementale, ça, il en a besoin. C'est quand même un homme politique. D'accord. Alors, une majorité donc pour réaliser les réformes en vue. La confection de listes, on y est actuellement. Et il se dit qu'il y a quelques bruits d'ailleurs dans les rangs des alliés. Et même chez vous, dans la coalition Macky 2012, on en parle. Qu'en est-il? Est-ce que... J'en rajoute, et même à la paire. Oui. Et c'est normal, c'est sain. On est en politique. La politique, par définition, c'est une sphère de compétition. C'est des ambitions qui se heurtent, c'est des carrières qui s'entrechoquent. C'est tout à fait normal tant que ça reste sain. C'est le contraire qui aurait été affligeant ou peut-être même, je ne sais pas, le contraire aurait été anormal. En tout cas, nous, ce n'est pas ce que nous souhaitons, c'est-à-dire un parti politique terne, morne, une coalition où il n'y a aucune ambition, aucun télescopage. Ça, ce ne serait pas bien. C'est le caractère attractif de cette assemblée, je parle de cette coalition, qui fait qu'aujourd'hui, avec toutes les personnalités qui s'y trouvent, avec toutes les ambitions qui s'y télescopent, il est tout à fait normal qu'on ait quelques tumultes par-ci par-là. Mais vous ne pouvez pas parler d'ambition personnelle, parce que sinon ça peut ressembler à autre chose. Non, il est tout à fait normal et sain qu'il y ait des ambitions personnelles, que Omar Nying et Abou Ebel Thiam, qui sont dans l'APR ou bien dans la coalition Macky Sall, qui sont peut-être dans le même patelin, veuillent chacun d'entre eux être député pour servir le pays. Il n'y a rien de plus sain et de plus normal. Ah oui, on est en politique, c'est normal. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Que des gens aillent en compétition. La politique, c'est un domaine de compétition par excellence. Que des gens aillent en compétition de façon saine, quelquefois même tumultueuse et farouche, c'est tout à fait normal, tant que ça reste dans le cadre républicain. Et que l'Assemblée nationale soit donc une sorte de bouée de sauvetage pour ceux qui ne sont pas casés dans le gouvernement, c'est... Non, non, ne le voyez pas comme ça, Omar. Non, il y en a qui prennent l'option carrément d'aller à l'Assemblée nationale parce que c'est là-bas qu'ils estiment pouvoir se mouvoir au mieux, c'est là-bas qu'ils estiment pouvoir servir au mieux, parce qu'ils sont plutôt plus proches des populations. Mais attendez, ils sont plus politiques qu'autre chose. Je pense qu'être député, voter le budget, contrôler le gouvernement n'est en soi pas moins important que d'être ministre. Dans aucun secteur d'ailleurs. Le ministre est l'exécutant de décision du député. Parce que le ministre, c'est l'exécutant du budget de l'État. Ce budget, c'est le député qui détermine sa clé de répartition et qui donne charge au ministre de le faire et qui le contrôle par la suite. Donc, sur le plan stricto sensu, le député est le patron du ministre. D'accord. Est-ce que donc à cet instant-là, on peut dire que la question est gérée comme il faut par le chef, le président du parti, de la coalition Macky Sall? Est-ce que vous pensez qu'il sera en mesure de contenter tout le monde? Je voudrais rajouter à ma définition que je n'ai pas terminée, que le député est un élu au suffrage universel au même titre que le président de la République. Il est élu pour un mandat bien déterminé et sans vraiment grave anicroche, rien ne peut, et il bénéficie d'une immunité parlementaire. Malheureusement, tous les hommes politiques ne le comprennent pas. Le ministre, d'une semaine à l'autre, il peut être relevé par décret du président de la République. Donc, vraiment, sur le plan de l'importance, le député en rend beaucoup au ministre. Maintenant, le président Macky Sall, c'est le chef de l'État. C'est lui qui, dans la constitution de notre pays, définit la politique de la nation. Mais à partir de ce moment, il est naturel et normal qu'il ait un droit de regard sur la composition de la liste de son parti politique, parce que c'est le parti politique qui envoie à l'Assemblée nationale, qui investit. Et comme c'est, je vous l'ai dit, c'est à l'Assemblée nationale et le siège où un ensemble d'élus du pays procède au vote du budget et des lois, la loi en état une, il est tout à fait normal étant chef de son parti, qu'il cherche à avoir quand même une composition de l'Assemblée nationale qui lui permettra de mener à bien son action.
D'accord. On va terminer avec le porte-parole là, si on peut l'appeler comme ça. Alors, quelle est la rupture que vous comptez apporter par rapport à cela? Parce qu'on a vu sous l'Ancien Régime, on communiquait à tout va. Vous, quelle sera votre démarche? L'originalité de la démarche que vous avez? D'abord, sur instruction du président de la République, nous voulons travailler d'abord à préserver la confidentialité de l'espace présidentiel. Vous savez, Omar, un État, plus il est fort, plus il est secret. Et plus il est fort, mieux c'est pour nous, tous les citoyens, parce qu'il est le garant de la sécurité de chacun d'entre nous. La présidence de la République doit rester un espace sacré, où on restaure l'autorité de l'État, où ce qui doit se savoir sera su, mais ce qui doit rester secret le sera, parce qu'il y va de la sécurité de tous et de chacun. D'abord, en termes de communication, c'est la première option. La présidence de la République ne saurait être une sorte de borne-fontaine où tout ce qui se fait, ou ce qui va même se faire, est su d'avance et est traduit dans la presse et lu dans la presse du jour pour être appliqué ensuite le soir. Ça, c'est une rupture fondamentale que nous allons apporter à la gestion de l'espace présidentiel. Cela dit, nous ne serons pas là non plus à communiquer à tout va, pour reprendre votre expression. Nous ne communiquerons que lorsque cela sera nécessaire. Et nous communiquerons de différentes façons. La communication ne se limite pas à investir les plateaux de télévision ou à rester dans les pages des journaux, bien qu'il faut le faire à chaque fois que de besoin. Mais la communication aussi, c'est par les actes, c'est par le comportement de tous les jours, c'est par l'image que nous renvoyons aux Sénégalais. Et sur ce plan, nous entendons renvoyer une image positive, une image de sobriété, une image de vertu, de transparence dans ce que nous faisons et de proximité avec les populations, sans arrogance, sans détachement vis-à-vis des populations et en mettant toutes les choses chacune à sa place. D'accord. Donc communiquer par l'action et garder les secrets d'État. Absolument, oui. Absolument. Parce qu'il arrivait quand même qu'on sache, que l'opinion sache le lendemain, par exemple, du Conseil des ministres, que ce que Abou Abel s'est dit avec son autre collègue, etc. Mais tout ça, c'est révolu. Oui, non, ça c'est une page tournée et définitivement tournée. La présidence de la République va être restaurée dans sa dignité. Elle est restaurée dans son caractère confidentiel pour ce qui doit l'être. Parce que quand même, le siège de l'autorité de l'État doit être un mythe pour les populations. Mythe au sens positif du terme. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une sorte de moulin ouvert à tous les vents, où chacun entre, d'où sortent toutes sortes d'informations. Ça, ce serait même mettre les populations en insécurité. La première mesure de rupture, donc, c'est cela. Préserver la confidentialité de l'espace présidentiel. La deuxième mesure, c'est de dire aux Sénégalais la vérité. Leur dire la vérité à chaque fois que de besoin, et tout ce qu'ils doivent savoir, ils le sauront, mais ce qui doit rester quand même et relevé du secret de l'État le restera et de la façon la plus confidentielle possible. Abou Abel Thiam, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du chef de l'État, porte-parole de la présidence de la République. Ça a été un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dimanche prochain. Ça.